Merci à tous et bienvenue pour ce meet-up où on va essayer de jeter un petit coup d'œil sur Vertex, savoir ce que c'est comme techno, etc. Je vous préviens qu'il y a des images où j'ai essayé de les retoucher vite fait sur GIMP, mais j'ai zéro talent, donc elles sont probablement un petit peu moches comme celle-ci. Vous inquiétez pas, c'est normal. On va vite fait regarder la genèse de Vertex. On va regarder un petit peu plus en détail ce que c'est que Vertex. Je vais vous présenter la techno dans les grandes lignes. On va regarder un petit peu plus en détail, vraiment en profondeur, ce qu'il propose. Je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'on peut avoir. Je vous calme tout de suite, ce n'est pas un live coding, parce que j'ai zéro confiance dans les live coding. Je vais juste exécuter des codes déjà produits. Et enfin, je vais vous faire une petite conclusion sur les avantages, les inconvénients, et est-ce que c'est une bonne techno ou non. Petit spoiler, si j'en parle, c'est que c'est pas mal. Avant de commencer, moi je vais me présenter. Je suis Pierre Lachèvre, je suis leader technique, un grand passionné de Java, j'adore la bière et le métal comme l'atteste le t-shirt, et surtout, j'adore râler. C'est une de mes plus grandes passions dans la vie. Je passe mes journées à râler tout le temps, à critiquer mon code, le code du client potentiellement aussi, le code de mes collègues. Ouais, non, je suis pas quelqu'un de bien en fait. Bref. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bon, en fait, pas si longtemps que ça. C'est en 2011. Bah alors là, tout de suite, 2011, bon, ça vous inspire rien du tout. Il s'est rien passé de particulier cette année. Et pourtant, il y a un événement, outre la création de Vertex, où vous allez pouvoir faire le lien tout de suite, et vous dire, à chaque fois qu'on vous parlera de cet événement, vous direz, mais c'était exactement l'année où Vertex est né. Cette année-là, TSK s'est fait choper au Sofitel. Voilà, c'est facile à retenir, franchement. Le père et la mère, donc du coup, l'être hermaphrodite de parents de Vertex, s'appelle Tim Fox. Alors là, bon, il n'est pas forcément mis en valeur avec sa passoire sur la tête, je vous l'accorde, mais je peux vous jurer que pour moi, pendant tout le moment où j'ai pu travailler sur Vertex, ça a été un véritable super-héros. Le gars, à chaque fois que j'avais une problématique, il avait une réponse quelque part, qui avait été fournie, sur un Google Grok, sur un Stack Overflow, ou un truc comme ça, il y avait toujours une réponse de Tim Fox. Pour moi, ce mec, c'est un dieu vivant. Et je pèse mes mots. Du coup, bon, je vous ai parlé du parent, de l'année, le lieu, bien sûr. C'est né à VMware. J'espère qu'ici tout le monde connaît un petit peu VMware. Bon, juste pour rappel, ils ont quand même produit des trucs comme VMware Workstation, VMware Ace, VMware Server, VMware Fusion. Du coup, Tim Fox a produit Vertex là-bas, et ensuite il a emmené avec lui chez Red Hat. Le petit plus qui a participé à cette naissance, c'est Reactor. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le pattern Reactor? Non? Si, bon bah oui, il y en a un ou deux là, parce que je leur en ai parlé. Bah en fait, c'est Node.js, tout simplement. C'est le pattern qui est utilisé par Node.js. Pour rappel, comment est-ce qu'il fonctionne? Je vais aller très vite dans les grandes lignes. En l'occurrence, la plupart des applications web, vous avez un thread principal qui va tourner et accepter tous les événements qui arrivent du type toutes les requêtes HTTP, par exemple. Pardon, excusez-moi, vous avez du multithread. Je me reprends. Donc pour chaque requête HTTP qui arrive, c'est traité dans un thread séparé. En l'occurrence, la différence avec Node.js et le pattern Reactor, c'est que le pattern Reactor consiste en un seul thread qui va contenir un event bus qui va accepter tous les événements entrants et les traiter au fur et à mesure, de manière séquentielle. C'est fait exprès pour être extrêmement réactif. Vertex va un petit peu plus loin que ça. On y reviendra. Bon, du coup, on a le parent, on a le lieu, l'année, le petit plus, Vertex est né. Oh, c'est mignon. Aujourd'hui, c'est Eclipse Foundation qui reprend Vertex. C'est tenu par Eclipse Foundation, c'est toujours maintenu par eux, et bien sûr par des collaborateurs complètement libres, c'est du libre de droit, etc. Et c'est utilisé par Red Hat, VMware, CyanogenMod, Liferay. Pour des trucs un petit peu plus, on va dire, grand public, vous avez du Zalando, du lastminute.com par exemple, qui utilise aussi ça.
Bon, je vous en parle depuis le début, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que Vertex? Pour ça, il faut déjà faire une véritable comparaison et bien comprendre ce que c'est que la différence entre un toolkit et un framework, parce qu'on fait souvent l'amalgame alors que c'est pas du tout la même chose. Un toolkit, c'est un ensemble d'outils. Ça peut vivre avec d'autres outils et ça ne structure pas une application. Un framework, outre le fait qu'il pratique l'inversion de contrôle et qu'il structure l'application, ça vit difficilement avec d'autres frameworks. Je vais vous donner un exemple concret que moi j'ai pu vivre au cours de ma carrière. Bon, je vous ai dit que je fais du Java, donc j'ai parlé avec des frameworks Java. J'ai pu travailler dans une société qui s'était amusée à faire du Spring et du Struts sur le même projet. Je ne vais pas vous mentir, ça a été un calvaire de travailler sur ce projet. Parce que les contextes se télescopaient les uns les autres, c'était un bordel monstre. Je vous dis aussi qu'un framework, ça structure une application. Spring, c'est l'exemple parfait pour ça. Quand vous démarrez un projet avec Spring, il vous embarque un nombre de trucs incalculables. On va démarrer le contexte, on va démarrer l'environnement du projet, on va démarrer l'autre bin de Spring qui sont ajoutés. Du coup, vous avez un squelette qui est absolument énorme au niveau de votre application. Mais il y a une raison à ça, hein. C'est juste qu'il y a tout un environnement qui vous facilite complètement la vie. Un toolkit, à l'inverse, ça vous propose juste des outils et c'est à vous de choisir de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer tout l'environnement autour du toolkit. Et en l'occurrence, moi j'ai réussi à faire vivre très facilement Spring et Vertex dans le même projet. Ça pose aucun problème. Pour parler un petit peu de Vertex, on va parler de 3 points particuliers qui sont mis en avant sur le projet sur leur site. Donc là, vous pouvez regarder sur leur site et checker vous-même les points. Le premier, c'est la scalabilité. La notion de scalabilité, elle est toute simple. C'est en l'occurrence la capacité qu'a un serveur à accepter la montée en charge. Donc, combien vous êtes capable de lui envoyer dans la tronche jusqu'à ce qu'il explose, pour faire simple. En l'occurrence, Vertex, je vous ai dit qu'il allait un petit peu plus loin que le pattern reactor parce que lui ne fait pas du mono-threadé, il fait du multithread. Il a un event bus par thread et il a un nombre de threads qui est égal au nombre de cœurs de votre machine x 2. Du coup, il accepte beaucoup plus d'événements potentiellement. J'ai pu le tester avec du Gatling où on avait à peu près du 2300, 3000 utilisateurs en montée en charge. Ça passait crème. Donc ça, c'est pour mon projet dont je vous parlerai un petit peu plus tard. L'autre point qui est important de justifier, de préciser, c'est que Vertex est très facilement clusterisable et il vous demande particulièrement de ne jamais bloquer les threads que vous utilisez. Pour toutes ces raisons, en l'occurrence, vu que vous ne bloquez pas les threads, vous ne faites pas de grosses opérations, c'est très rapide, les traitements sont extrêmement simples et ça part tout seul. L'autre point qui est amené par Vertex, c'est qu'il est polyglotte. Alors là, je vous en parle comme étant Java de base, parce qu'en effet, c'est la base du toolkit. Mais vous pouvez faire du Vertex en plusieurs langages. Donc Java, Groovy, Python, Ruby, JS. Voilà, c'est tous les langages avec lesquels vous pouvez utiliser Vertex. Est-ce que ça a un véritable intérêt ? C'est une question que je me suis posée. Est-ce que par exemple, ça pourrait être intéressant pour une équipe de coder un Vertical, je reviendrai sur la notion plus tard, en Java et qu'il y en a un autre qui fasse un Vertical en JS et qui communique l'un avec l'autre? Pourquoi pas? Je suis pas sûr que c'est un véritable intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une équipe qui fait que du Node puisse utiliser Vertex, par exemple. Et le troisième point qui est extrêmement mis en avant, c'est que Vertex, c'est fun. Du coup, là, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, je venais du monde du client lourd. J'ai fait 3 ans et demi à l'époque de Eclipse RCP SWT. Il n'y a pas plus lourd comme client. J'arrive dans le monde du client léger et on me dit directement, maintenant tu vas faire du client serveur. Et on va partir sur des serveurs. On a besoin d'une scalabilité haute. On a besoin d'avoir des montées en charge instantes, que ça passe tout seul et qu'il n'y ait jamais de requête perdue quasiment, quoi. Bon, mon architecte et mon lead tech avaient dit on va utiliser Java et on va utiliser Vertex. Ok. On m'a filé la documentation. Je suis rentré dans le client web grâce à Vertex et je ne vais pas vous mentir, pour moi ça a été un véritable plaisir parce que les notions sont pas si compliquées que ça. Ça s'apprend assez vite. C'est dense, malheureusement. Par contre,
franchement, ça a été un plaisir de coder avec ça. Du coup, pour le côté fun, moi je vous dirais, bah, peut-être un peu. Franchement, ouais, peut-être un peu. On va regarder un petit peu plus en détail ce que propose Vertex. Tout d'abord, vous avez les fonctionnalités principales qui sont donc le core. Donc là, vous allez avoir toutes les parties HTTP, ce genre de choses. La partie web, donc la possibilité de créer un client web ou de tout ce qui est requête de route web, etc. La partie Data Access, donc c'est tout ce qui est accès à la base de données, des librairies réactives, du microservice, du MQTT, de l'authentication, du messaging, du DevOps, du testing. Vous avez possibilité de faire plein de choses avec Vertex. La documentation de Vertex, c'est un truc de dingue. Le seul autre doc que j'ai pu lire qui était un peu dans le même genre, c'était Spring. C'est extrêmement bien écrit, c'est très facile à lire. Le seul problème, encore une fois, c'est qu'elle est dense. Je vous propose juste de jeter un œil rapide à la documentation. Alors, donc ici vous avez donc table des contents classique, voilà, avec un get started, un how to, les livres qui sont écrits. La documentation pour le core dans les différents langages, bien sûr. Tout le monde voit à peu près, c'est bon? Super. La partie web avec du client, l'API, du GraphQL, du Data Access avec, je disais, du MongoDB, du Cassandra, du Reactive avec du RX, du microservice, du MQTT, de l'authentication, du messaging, de l'intégration, de l'Eventbus, DevOps, testing, clustering, service, cloud, advanced, c'est pour tout ce qui est génération de documentation. C'est dense. Il y en a beaucoup, mais là en l'occurrence je vous ai juste montré le début de l'iceberg, parce qu'en fait vous allez sur manual, et bien sûr j'ai oublié qu'elle était juste à côté. C'est bon. Donc en fait sur le manuel, donc vous avez toute la doc. Je vous laisse voir au niveau du scroll. C'est un peu très long. Donc comme je vous disais que c'est extrêmement dense, par contre vous avez plein d'exemples. Vous avez moyen d'apprendre plein de choses très facilement parce que les gars vous ont mis plein de docs. Du coup pour ça, bah, c'est super chouette. En autre point qui est plutôt pas mal, c'est la communauté qui est extrêmement présente. Je vais repasser directement sur la partie web pour vous montrer au niveau de la communauté ce qu'on peut retrouver. Voilà, donc les Google User Group, les Stack Overflow, les GitHub Channel, les Bug Reports, Wiki, et puis une partie de librairie qui vous explique qu'est-ce que vous pouvez utiliser avec Vertex aussi. Ils sont extrêmement réactifs au niveau des réponses. En tout cas, à l'époque où je l'utilisais, on avait des réponses limite dans les 2 jours où on posait une question, et souvent c'était par Team Fox. Du coup, le créateur qui répond, ça fait plaisir. En l'occurrence, comme je vous disais, c'est extrêmement bien documenté. Il y a plein d'exemples, il y a plein de guides qui sont faits où vous pouvez retrouver le code et limite le copier-coller, regarder, tester comment ça marche, et c'est fonctionnel direct. Ensuite, vous avez aussi un gestionnaire de démarrage de projet qui est extrêmement simpliste. Je vais vous le montrer aussi. Ça rappelle beaucoup celui de Spring pour ceux qui utilisent Spring. Voilà, vous définissez la version de Vertex utilisée, le langage Java Kotlin, le build Maven Gradle, le groupe ID, l'artifact ID, les dépendances que vous souhaitez ajouter. Generate project, ça vous génère un gros zip. Vous le téléchargez, vous le dézippez, vous avez votre projet qui est prêt. Du coup, c'est assez pratique. En somme, on peut dire que ça fait le café. Du coup, maintenant, je vous propose d'essayer tout simplement. Tout le code que je vais vous présenter, j'ai fait un GitHub, je vous le rappellerai à la fin, donc vous pourrez le récupérer et checker vous-même, regarder d'autres exemples, etc. Je vous conseille, c'est assez sympa. Hop. Donc, on va commencer par le plus classique, un Hello World. Ce qui serait pas mal... Ouais, c'est bon, on va partir comme ça. Donc là, je me suis pas pris la tête. Comme je vous ai dit, j'ai juste pris la dépendance Vertex Web.
Et j'ai demandé une génération via le starter. Ça m'a généré un gros pom.xml qui était déjà tout prêt. Au niveau du code, on va regarder un petit peu ce que ça nous a fait, puis ensuite on va le démarrer. Voilà. C'est bon, tout le monde voit? Très bien. Donc, je vous ai parlé de Vertical depuis tout à l'heure. On va voir un petit peu plus en détail justement ce que c'est qu'un Vertical. Donc là, vous avez un fameux Vertical qui a une méthode start qui prend en paramètre une promesse. Dedans, je crée un serveur HTTP où je définis un handler de requête. Et dans ce handler de requête, je lui définis qu'il doit faire une réponse où il envoie un header content type text plain et il fait un hello from vertex. Ensuite, sur ce serveur HTTP, parce que c'est du chaîné, je continue, je dis qu'il écoute sur le port 8888. En réponse à son écoute, je lui dis, dans ce cas-là, tu définis que tu t'es complété et tu écris server started dans le port 8888. Et là, vous avez un Hello World qui est déjà fonctionnel. Alors, je vous parle de Vertical depuis tout à l'heure. En fait, un Vertical, c'est un bout de code qui est déployé et exécuté par Vertex. C'est juste ça. C'est vraiment un truc tout simple. Petite démonstration avec le build qu'on va aller regarder d'abord. Voici la méthode de démarrage du build. Elle est faite exprès pour Eclipse, parce qu'en l'occurrence, il avait besoin de débugger à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin d'autant de paramètres normalement. En fait, vous faites Vertex run le nom de votre Vertical, c'est démarré. Bon, on va le lancer. Mon serveur est démarré sur le port 8888. Du coup, plutôt pratique. On va lancer Postman, puis on va aller regarder ce que ça donne en détail. J'ai perdu ma souris. Ah, elle est là. Hello from Vertex. Voilà, ça fonctionne direct. Alors, le petit truc que je vous ai pas dit, au niveau du request handler, le truc que vous avez remarqué peut-être, c'est que j'ai pas défini de route particulière. Ça veut dire en fait tout simplement que c'est pour toutes les routes, il va passer par le request handler. Voilà, il va pas se prendre la tête. Bon, un Hello World c'est sympa. On pourrait peut-être aller un petit peu plus loin et voir ce qu'on pourrait faire d'autre. Voir un Hello World peut-être un petit peu plus poussé avec, par exemple, du Docker. Regardons ce qu'on peut faire avec. Le main vertical, strictement le même quasiment. J'ai juste viré la partie d'affichage quand il a fini de se compléter. Il crée un HTTP serveur, un request handler, il fait un end avec la réponse, hello with Docker, et il écoute sur le port 8889. Rien de bien compliqué. Là en l'occurrence par contre, ce que j'ai mis en place c'est Dockerfile. Parce que ça va être compilé avec Docker. Pareil, au niveau complexité, c'est pas un truc de ouf. Alors ça c'est l'exemple type que vous avez sur la documentation Vertex. Vous étendez l'image de base de Vertex 3. Vous définissez deux variables d'environnement qui correspondent à votre Vertical de base et au jar. Je vais virer ça. Vous définissez un endroit où vous allez déployer les Verticals. Vous écoutez sur le port 8889. Vous copiez votre Vertical à l'endroit défini précédemment et vous exécutez Vertex Run, le nom de Vertical. Rien de bien méchant. Si on exécute Docker, parce que c'est du précompilé en l'occurrence, je me suis pas pris la tête. Et que maintenant on va dans Docker, dans le Hello World, même port 8889, Hello with Docker. Voilà, c'est très simple, pas de prise de tête. Bon, c'est bien sympa, mais bon, je vous ai juste montré du Hello World. Ce qui serait cool, c'est que je vous montre comment faire des petites fonctionnalités qui sont un peu marrantes. Moi, un des trucs les plus utilisés, qui m'a vraiment éclaté dans Vertex, c'est la capacité de cluster. Je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, ici vous avez un vertical de cluster. Vous lui définissez une configuration type Hazelcast et vous définissez que c'est un cluster vertical où à l'intérieur vous allez déployer deux verticals, main vertical et second vertical. Voilà, rien de méchant, code tout bête, pareil. Bon bah on va aller voir le code de main vertical du coup. Main vertical, on crée un serveur HTTP qui écoute sur le port 88-90. Dedans, je récupère le cluster manager, je récupère une map name, moi je me suis vraiment pas fait chier sur le nom, je vous le dis. À l'intérieur, j'ajoute un index, à l'index 1, la valeur 5, ou alors je fais map.get1 plus 5, et à la fin, j'affiche le résultat de map.get1. Bon, pas très méchant. Le second vertical, quasiment la même chose, sauf que là, je fais map.put 1 10 et map.get1 plus 10. Et j'affiche my second vertical de map.get1. Bon, bah on va le démarrer aussi. Et du coup, maintenant, ma petite question pour tout le monde. Qu'est-ce que ça va faire quand je vais faire get first? Et qu'est-ce que ça va faire quand je vais faire get second comme résultat? Petite idée? Non? Bon, bah get first, ça s'appelle le premier vertical. My first vertical 5. Parce que la logique. Get second, bah logiquement je fais un plus 10. Ça va faire my vertical 10. Bah non. 15. Je rajoute à nouveau. Ça fait 25. Je reviens sur le premier. Ça fait 30. Voilà, c'est logique, c'est de la clusterisation. Le côté que j'ai trouvé extrêmement pratique à ça, moi je vais vous donner un cas que j'ai eu. On avait une API client à interroger. Le client nous dit, bah voilà, moi je vais vous faire des clés. Vous allez devoir vous en servir comme index chez vous. Sauf que, bah c'est pas des clés uniques. Du coup, on était un peu embêtés, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut faire facilement? Bon, à la limite, on les stocke dans une base de données, dès qu'on les récupère, et ensuite on interroge la base de données à chaque fois pour savoir justement si la clé est disponible, si elle n'est pas disponible, on en régénère une, et puis ensuite, bah, une bonne prise de tête. Bah, on a retiré toute la partie base de données, on a fait un manager avec un cluster, et directement, en fait, c'est au niveau de vertical, vu qu'ils étaient en parallèle, ils interrogeaient le cluster, la map qui était à l'intérieur, pour savoir si la clé était disponible ou pas. Puis dès qu'ils en avaient plus besoin, ils la retiraient du cluster. C'est tout bête, ça fonctionne très très bien, il y a un moyen de partage de données entre différents verticals de cette façon, c'est vraiment très 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 pratique. Bon, je l'ai montré les petites fonctionnalités, on va aller voir un dernier truc. Là j'ai été un petit peu plus loin parce que je vais vous montrer un micro projet, mais vraiment un truc tout petit, où j'ai synthétisé une bibliothèque. Alors, un petit aperçu de la BDD d'abord. Vous avez des auteurs qui en fait sont des auteurs ID, last name, first name et l'âge. Truc tout bête, pareil. Des livres ID, name, type et l'ID de l'auteur. Une bibliothèque ID et nom. Et une jointure entre un livre et une bibliothèque, parce que un livre peut appartenir à plusieurs bibliothèques. Bon, j'ai fait un truc vite fait, quoi. Du coup, au niveau de Vertex, là par contre j'ai créé deux projets. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez le premier DAO Library, qui va faire toutes les requêtes à la base de données, et vous avez le REST Library, qui va proposer les web services frontaux. J'ai fait aussi des web services dans DAO Library, mais dans mon esprit, je me suis dit que potentiellement toutes les routes qui allaient être proposées par DAO Library allaient être bloquées d'un point de vue réseau. C'est une possibilité. Moi, j'ai déjà fait, ça marche très très bien. Du coup, on va regarder très rapidement le code. Alors, avant de commencer, je vais en parler très rapidement aussi. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Juke? Bon, il y en a un. C'est une manière de faire des requêtes SQL avec Java en écrivant du code Java, ce qui vous permet tout de suite de voir si vos requêtes vont fonctionner, parce que la compilation Java vous le dit. C'est plutôt pratique. Ça évite de faire des grosses chaînes de caractères qui contiennent toute une requête select ou insert ou ce que vous voulez, et de voir à l'exécution si ça passe ou pas.
Je vous dis ça parce que là j'ai fait que du Jook, du coup la syntaxe peut vous surprendre un petit peu. Donc, comme d'habitude, je crée le main vertical, je crée un contexte Jook, où je définis donc ma base de données, le user, le mot de passe, etc. Et première chose que je fais, c'est que je définis un routeur. Un routeur, c'est tout bête, c'est ce qui va contenir toutes les routes qui vont être disponibles au sein du serveur que je vais définir. Dans ce routeur, je définis que pour toutes les routes, on a une création d'un body handler. Body handler, c'est juste pour dire toutes les routes ont potentiellement un body qui va rentrer à l'intérieur de la route. Donc je vais pouvoir lire un body dans cette route. Et vous avez remarqué, donc je fais route parenthèse parenthèse pour le dire pour tout le monde. Ensuite, pour la route getLibrary, je produis un application JSON. Je définis un handler qui va donc être l'exécution quand je vais arriver dans cette route. Dans ce handler, j'ai un paramètre context qui est en fait un routing context. C'est un objet vertex qui correspond au contexte de la route qui est en train d'être exécuté. Il est partagé à travers toutes les routes à un instant T. J'y reviendrai. Donc, tout simplement, là, je vais récupérer toutes les bibliothèques. Donc voilà, je vous parlais de la syntaxe de Jook, ça s'écrit comme ça. Sachant qu'on peut simplifier la syntaxe, là, j'ai été un peu en mode bourrin. Je me crée toutes mes bibliothèques pour les retourner. On va passer très rapidement sur cette partie-là, parce que c'est pas le plus intéressant. Et à la fin, donc, je récupère mon HTTP server response, je fais un end, et j'encode la réponse qui va contenir toutes mes requêtes, toutes mes librairies. Bon. Ici, je définis un autre routeur. Dans cet autre routeur, je fais un get sur /2.id, je produis un application JSON, je définis un handler, et en l'occurrence, je vais écrire le livre qui correspond à l'ID qui est fourni en paramètre. Pareil, requête de Jook, etc. Alors par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas mis de /books au niveau de ma route. Je l'ai défini nulle part. Bon, c'est juste parce que j'ai écrit le code de manière très très sale. Et en fait, c'est ici que vous allez définir que votre routeur principal a un sous-routeur qui va sur /books, et c'est là que vous définissez votre sous-routeur. Et ainsi, vous pouvez synthétiser votre code. Le dernier point que je vais vous présenter avant de partir sur la partie REST, c'est la partie d'un post. Donc, prenons un post, un nouvel auteur qui vient d'arriver. Je fais un second subrouter.post qui accepte un application JSON. J'envoie un handler, et dans ce handler, je vais décoder la value qui va être donc context.getBody, donc je récupère le body qui m'est envoyé dans ma requête. Ça me donne un auteur, je l'insère en base de données, et à la fin, je fais un end sur, j'en ai fait exprès, le dernier ID qui a été inséré en BDD, et non pas l'auteur. Donc je suis pas très REST, je vous l'accorde, mais c'est un but précis. De l'autre côté, on a, comme je vous disais, une REST librairie qui est écrite de la manière suivante. Donc on retrouve le même code start, et on commence par mettre un périodique. Donc ça c'est une petite fonctionnalité que je voulais rajouter un petit peu plus, je l'ai trouvé assez sympa. C'est un événement qui va se trigger toutes les secondes. En parallèle bien sûr de tous vos autres handlers qui vont continuer à tourner, mais toutes les secondes quand on va lancer l'application, il y aura le périodique qui va tourner, qui va écrire timer fired. Ça peut être utile. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu et que ça marchait plutôt pas mal. Donc on redéfinit un routeur, voilà. Je définis ici un web client pour en fait taper sur DAO librairie. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais définir une route qui va prendre un failure handler en paramètre pour toutes les routes et qui va me renvoyer un status code 400 avec une exception. En fait ça veut dire tout simplement que dès qu'il y a une exception qui est catchée, qui est renvoyée quelque part où je ne l'ai pas capté, je ne l'ai pas géré, ça arrive là-dedans, et je renvoie une 400 avec le contenu de l'exception. Ça permet de générer de manière plus globale toutes les exceptions. Alors bien sûr, vous pouvez spécifier en disant je veux que ce soit que ce type d'exception, je veux que ce soit que sur ce type de route, que ce soit géré. Bon bah du coup je vais vous montrer rapidement, pareil. Alors on va lancer le DAO,
on va lancer la librairie. Bon, déjà je vous ai montré le fameux timer fire qui se déclenche toutes les secondes. On va le laisser tourner gentiment, de toute façon on a autre chose à faire. Alors, on va trigger un petit événement d'exception. Voilà, j'ai mon exception qui arrive directement pour que ce soit plus lisible. Donc ça c'est juste là parce que j'avais dit sur ma route get exception, j'avais dit fais un throw directement d'exception, juste pour vous montrer que c'était catché directement. Bon, on va regarder la suite. Je fais un handler, une création de body handler, et là je définis encore un handler pour toutes les routes, où je vais écrire les headers. Donc le charset, l'encoding, le language, pardon, et le user agent. Et là, il y a un truc qui est dérangeant parce qu'en fait il y a deux types de handlers. Il y a les handlers, on va dire finaux, donc vous les définissez pour une route, Vertex s'arrête là, et il y a les handlers qui vont appeler les sous-handlers. Donc body handler par exemple, ça va appeler les sous-handlers, donc les handlers suivants. Par contre, un handler comme ça, c'est un handler final. Du coup, j'aurais beau définir ce que je veux derrière, logiquement, ça devrait jamais marcher. Bah non, parce qu'en fait, il y a une petite fonctionnalité avec Vertex. Vous faites context.next. Il va aller récupérer la route qui est appelée et il va aller chercher la route qui correspond dans les handlers suivants. C'est-à-dire que vous pouvez chaîner vos appels directement de cette façon. Ça peut être pratique. Du coup, là, pour toutes mes routes, je vais loguer header. Tous mes appels qui seront en dessous, bien sûr. Parce qu'il les prend selon l'ordre dans lequel il est dit dans le fichier. Sauf si vous définissez un point order, si je dis pas de bêtises, à la fin. Ouais, ça, il y a un point order, vous définissez l'ordre, et là en l'occurrence il va les définir selon l'ordre, et dans ce cas là potentiellement si vous le mettez en ordre 0, dans ce cas là il va exécuter toutes les autres, même celles qui sont exécutées avant, qui sont décrites avant dans le fichier, il va les exécuter après ce handler là. Bon, regardons la suite. Donc là par exemple je fais un get sur slash library, je produis un application JSON, je détermine un handler, dans ce handler je vais appeler une requête HTTP avec le fameux client que j'ai construit au préalable. Sur donc mon DAO, il va me retourner un résultat, et sur le résultat, je fais un context.response.end pour terminer le handler, où je donne le body. Et alors là, il y a un truc qui est très drôle avec Vertex, qui est possible de faire. Mon ancien chef me disait beaucoup, ça lui rappelait Inception, la fameuse scène où Leonardo DiCaprio dit We need to go deeper, parce qu'en fait, Vertex, vous pouvez chaîner de cette manière avec des handlers qui appellent des handlers, qui appellent des handlers, qui appellent des handlers, qui appellent des handlers. Et à la toute fin, dans le dernier handler, vous faites context.response.end et il va remonter toute la chaîne et il va renvoyer la réponse. Du coup, ça peut être un petit peu brainfuck, mais c'est extrêmement puissant. Alors bon, je fais les subrouteurs de la même façon. Je vais pas passer 3 plombes là-dessus. Par contre, là, le côté qui est intéressant, prenons sur un auteur, je fais mon subrouteur par point post. Donc je produis un application JSON de la même façon, handler, j'appelle mon HTTP post du DAO, j'envoie un objet donc, qui correspond au body qui m'a été envoyé au préalable, je récupère un body en résultat. Rappelez-vous, là ce coup-ci le body contient juste l'ID du dernier objet créé. Ben ouais, mais moi ça me plaît pas. D'un point de vue back, je veux que ça se retransforme en reste. Et puis j'ai pas la main sur le DAO, j'ai pas envie de le modifier. Et puis j'ai pas envie de modifier le code existant, de créer une méthode particulière où je rappellerai le code, etc. Et ben vous pouvez faire un reroute directement. Ce reroute, il va aller récupérer, donc vous définissez la méthode get. Ah, ça tombe bien, j'en voulais 2-3 dormir là. Donc le reroute vous permet de définir donc une méthode HTTP GET
sur slash authors slash le fameux ID que j'ai récupéré au préalable. Et ainsi, il va aller reparcourir tous les handlers jusqu'à trouver le slash author slash ID pour aller exécuter tout le code qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça peut être un peu brainfuck aussi parce que vous pouvez vous amuser à faire des boucles comme ça et ça peut devenir très vite le bordel. Bah, un petit test. Du coup, si on va créer un auteur, un petit post, appelons-le gros. Bon, gros aussi, non? Comme first name. Ouais, très bien. T'as quel âge, gros? 29. Très bien. On le poste. Et en résultat, on a trouvé l'objet qui vient d'être créé. Alors que, à la base, le DO renvoyait juste l'ID. Et si on regarde très vite, ici, bon, on peut voir que les events d'encoding ont été envoyés 2 fois au niveau des headers. On a 2 fois les headers, l'encoding, etc. qui a été trigger. Du coup, pour finir, petite conclusion sur Vertex en soi. Est-ce que c'est une bonne techno? Est-ce qu'il faut toujours l'utiliser? Non. Clairement, c'est pas la techno qu'il faut toujours utiliser, il faut la mettre à toutes les sources, il faut la mettre partout. Par contre, si vous voulez faire de la scalabilité, si vous voulez vraiment avoir une montée en charge de brut, c'est une techno à prendre en compte. Clairement, il y a quelque chose de vraiment bien qui a été fait là-dessus. Même juste pour votre culture perso, moi je vous conseille d'essayer. Ça vaut le coup, c'est super intéressant. Et puis bon bah, je vais pas passer 40 minutes à vous en parler, c'est pour pas que vous essayiez quand même. Merci à tous de m'avoir écouté, et est-ce que vous avez des questions? Alors, avant de commencer, moi j'aurais juste 2 questions pour vous, s'il y en a qui peuvent répondre. En quelle année a été créé Vertex? Alors, quelqu'un peut répondre s'il vous plaît? 2011, c'est bien. Et quel est l'événement majeur qui a eu lieu en 2011? Bah voilà, c'est pas beau ça? Bah du coup, vous avez le droit de poser des questions maintenant. Lui, c'est comme Yvan, il va poser la première question et la dernière question. Alors après, il y a des gens qui vont poser des questions. Du coup, tu as dit que Vertex ça marchait dans pas mal de langages, je crois. Mais du coup, c'est implémenté dans les autres langages aussi, parce que c'est une boîte à outils, si j'ai bien compris. Donc, Oui, en fait, c'est ça. Ok, donc par exemple, Vertex en Node.js, du coup, ça utilise les clusters Node.js, par exemple. Bah, je pense. si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Ok, nickel. Ouais, ça a été fait pour, justement, en fait, c'est la manière de penser qui a été fait pour derrière. Je crois que la base, ça reste du Java, d'un point de vue outil en lui-même. Le Vertex qui te permet de lancer tes verticles, c'est du Java, mais tout ton code derrière, ça peut être du Node.js. Et derrière, par contre, il faut absolument que tu te dises, bah, je vais pas utiliser, t'as le droit de pas utiliser les verticles, par exemple. C'est pas du tout obligatoire. Vraiment, ils te laissent totalement libre de faire ce que tu veux avec leur toolkit. Débrouille-toi avec. C'est le côté un petit peu problématique de Vertex que je trouve personnellement. C'est dans le mode où, bon, bah, t'as une grosse documentation, très bien écrite. Par contre, tu sais pas trop par quel bout la prendre par moment. Putain, j'ai les 2 polos jaunes, on a la chance. Bonsoir. Donc effectivement, j'ai bien compris que un des principaux intérêts pour toi de Vertex, c'était la scalabilité. Quand on parle des autres fonctionnalités de Vertex, justement, est-ce que tu as un avis sur Vertex versus d'autres technos? Justement, par exemple, pour faire du HTTP et du routing, il y en a plein d'autres qui font ça Bien sûr. de façon peut-être un peu plus simple. Alors, par exemple, tu vois, un des trucs que j'ai vu arriver donc après Vertex, c'était Spring Webflow qui est arrivé après Vertex. Donc du coup, j'ai pas pu faire le comparatif entre les deux. En effet, Spring Webflow, bah, le côté cool, c'est que c'est directement intégré avec l'environnement Spring. Donc si ton appli elle a déjà du Spring partout, bah t'as Spring Webflow, c'est parfait, c'est nickel. Mais j'ai pas pu faire des tests de charge de comparatif entre les deux. Ça, c'est quelque chose qui me manque parce que il m'a manqué un petit peu de temps pour préparer cette présentation. J'aurais bien aimé le faire. Du coup, non, je peux pas te répondre là-dessus. Qu'est-ce qui est le mieux au niveau aujourd'hui? Qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est juste
pour moi, faut en tenir compte. C'est pas un truc à oublier parce que c'est pas anecdotique non plus. Si Eclipse l'a repris, bon, ok, Eclipse, IDE, on se marre, etc. Ça reste quand même une grosse boîte. Si Eclipse l'a repris, bah, c'est qu'il y a des raisons derrière, quoi. Merci. Plus de questions? T'as pas une question sur PHP non? Vas-y, n'hésite pas. Hein. Ah bah non, parce que les mecs, ils étaient suffisamment intelligents pour se rendre compte que PHP c'était foutu d'avance. Hein. Désolé. Bah merci.